Satoru est un artiste raté, âgé de 29 ans, un véritable lâche qui ne cesse de fuir la dure réalité de son existence. Et puis, un jour, il se retrouve faussement accusé d'être le meurtrier de sa propre mère, un kidnappeur et un tueur en série. Dans un effort désespéré et acharné pour prouver son innocence, il a utilisé de manière tout à fait inattendue sa capacité à remonter le temps, se renvoyant ainsi dans le passé afin de trouver le véritable tueur et de lui faire payer l'intégralité de ses crimes. Voici donc Fujinuma Satoru, un mangaka de 29 ans qui peine à percer, et qui ressent au plus profond de lui une peur insidieuse, une angoisse qui le ronge, une peur profonde de plonger au plus intime de son propre esprit, là où des souvenirs et des émotions refoulées demeurent cachés, et cette angoisse semble affecter de manière très profonde son art, amenant ainsi un éditeur à commenter sans détour que, bien que ses œuvres ne présentent aucun défaut technique évident, il leur manque cependant quelque chose de crucial, une profondeur essentielle, car il doit véritablement creuser plus profondément lorsqu'il dessine, car son travail est bien trop contraint et ne parvient pas à refléter son véritable moi. Cette critique amère et cinglante fait que Satoru se sent complètement à part, comme s'il n'avait pas sa place. Surtout à l'âge de 29 ans, un âge où la plupart des gens ont déjà solidement établi leur carrière professionnelle, alors qu'il peine encore, et toujours avec un simple emploi de livreur de pizza à temps partiel, juste pour parvenir à joindre les deux bouts. Chaque jour, inlassablement, les mots « si seulement j'avais fait les choses différemment » ne cessent de résonner et de se répéter dans son esprit. Pourtant, ces mots ne portent jamais en eux aucun véritable sentiment de regret, mais plutôt une simple excuse passagère, une manière commode d'éviter d'affronter sa propre stagnation, car il est véritablement terrifié à l'idée de creuser profondément au fond de son esprit, là où des blessures non cicatrisées persistent encore, et toujours. Et c'est ainsi que sa vie quotidienne continue de dériver, remplie de conversations courtes et bien souvent superficielles au travail, comme par exemple lorsqu'il se prépare à partir en livraison et que ses collègues par habitude lui rappellent d'être prudent sur la route, ou encore lorsque sa collègue de lycée Katajiri Airi le taquine gentiment en lui disant de ne pas grignoter de pizza en chemin, une blague qu'elle répète inlassablement chaque fois qu'ils se rencontrent, faisant ainsi se demander à Satoru si c'est là une sorte d'humour que seule la jeune génération actuelle est capable de comprendre. En même temps, il la trouve tout de même plutôt étrange, car elle ne semble pas du tout avoir de sentiments particuliers à son égard. Pourtant, elle répète toujours la même chose, bien que lui-même ne se soucie pas vraiment des enfants, ni de ce qu'ils peuvent penser, en général. Jusqu'au jour où, alors qu'il conduisait tranquillement son scooter pour effectuer une livraison, un étrange sentiment l'envahit soudainement, une anomalie tout à fait inexplicable, lui faisant ainsi réaliser que le phénomène qu'il a coutume d'appeler revival est en train de se reproduire une fois de plus. Il commence alors à regarder attentivement autour de lui, tentant d'identifier ce qui ne va pas, ce qui est sur le point de se produire, et c'est alors qu'il aperçoit un camion se déplaçant de manière erratique, avec le conducteur affalé sur le volant. Au même moment précis, un jeune garçon se met à courir dans la rue. Alors Satoru agit purement par instinct. Il tourne brusquement son scooter pour bloquer le camion fou, entrant ainsi en collision frontale avec une autre voiture qui arrivait en sens inverse. Même s'il sait pertinemment qu'il ne devrait absolument pas s'impliquer, il ne peut tout simplement pas s'en empêcher, et à cet instant précis, toute sa vie défile devant ses yeux, tel un film projeté au ralenti. Il pense alors que rien de bon ne se produit jamais lorsqu'on s'immisce dans les affaires d'autrui, et que sa propre mort n'aurait, au fond, pas vraiment d'importance. Mais c'est alors qu'il se réveille à l'hôpital, et qu'il découvre Airi assise à ses côtés. Elle lui annonce joyeusement qu'il est resté inconscient pendant 2 jours entiers, et heureusement, il se souvient encore parfaitement qu'il est Fujinuma Satoru, âgé de 29 ans, et que la raison pour laquelle il se trouve ici est due à un accident survenu alors qu'il poursuivait un camion. Eri lui explique que c'est un véritable miracle qu'il soit presque complètement indemne de toute blessure, et elle lui révèle que le chauffeur du camion est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il conduisait, tandis que Satoru, lui, a sauvé la vie d'un enfant, un acte qui l'a profondément impressionné, car elle était présente sur les lieux, et il fut le seul à avoir remarqué que quelque chose n'allait pas du tout. Bien que Satoru dise humblement qu'il a simplement eu de la chance, Airi, elle, voit parfaitement clair en lui. Elle remarque qu'il semble être entouré d'une sorte de fine barrière invisible. Quelqu'un qui ne s'ouvre pas aisément aux autres et qui ne sourit pour ainsi dire jamais. Mais c'est alors que lorsqu'il la remercie d'avoir signalé la situation au gérant de l'établissement, un léger et fugace sourire apparaît sur ses lèvres, et Airi le remarque immédiatement, avec une certaine surprise. Alors Satoru a soudainement demandé à Airi pourquoi elle travaillait, une question qui l'a visiblement surprise, mais à laquelle elle a volontiers répondu en disant qu'elle avait un rêve, bien qu'elle n'ait pas précisé quel était ce rêve, car elle sentait que si elle le prononçait à voix haute, il risquerait de devenir une réalité concrète. Ces mots ont éveillé un étrange et profond sentiment de nostalgie au plus profond de Satoru. Plus tard, lorsqu'il s'est retrouvé seul, il a longuement réfléchi au phénomène de revival, cette capacité qui le forçait à remonter le temps d'environ 1 à 5 minutes avant qu'une tragédie ne se produise, comme si une force invisible le contraignait à tout prix à l'empêcher. En conséquence directe, il avait réussi à empêcher de nombreux accidents, bien que parfois, comme ce fut le cas ici, les conséquences négatives finissaient par lui retomber dessus, à lui seul. Après avoir été officiellement libéré de l'hôpital et être retourné à son appartement, il fut grandement surpris d'y trouver sa mère, Fujinuma Sachiko déjà présente. Elle lui a expliqué qu'elle était allée lui rendre visite à l'hôpital, mais comme il dormait profondément, elle était venue chez lui en premier lieu,
et avait décidé de rester un certain temps pour prendre soin de son précieux et unique fils après qu'il se soit cogné la tête, même si Satoru insistait avec force sur le fait qu'il allait parfaitement bien et qu'il n'y avait qu'un seul et unique lit dans l'appartement. Malgré tout, elle était fermement déterminée à rester, allant même jusqu'à dire qu'elle utiliserait le sac de couchage qu'il avait dans son placard. Sachiko, une femme de 52 ans qui paraissait bien plus jeune que son âge réel, possédait une perspicacité d'une acuité remarquable et des pouvoirs d'observation tout à fait extraordinaires. Elle semblait même capable de lire les pensées les plus intimes de son fils, le taquinant en lui disant qu'il n'avait absolument pas besoin de marcher sur la pointe des pieds jusqu'à la salle de bain la nuit, car elle ne se réveillerait pas si facilement, une chose qui fit que Satoru surnomma secrètement sa mère un véritable démon. Un soir, alors qu'ils étaient tranquillement en train de regarder les informations télévisées, un reportage est passé concernant un enfant de première année qui avait disparu à Saitama, mais qui avait été retrouvé sain et sauf. Cela a ravivé chez Sachiko les souvenirs d'un événement tragique qui s'était déroulé dans leur quartier lorsque Satoru était en 5e année de primaire. Elle lui a demandé s'il se souvenait encore de cet événement, expliquant qu'ils avaient fait de leur mieux, tout ce qui était en leur pouvoir, pour effacer autant que possible ce souvenir douloureux de son esprit, car sa vie avait autrefois été mise en grave danger. Satoru a alors commencé à se souvenir qu'à l'époque où il était en 5e année de primaire, 2 de ses camarades de classe avaient été kidnappés puis assassinés, et qu'un jeune homme nommé Shiratori Jun, que les enfants appelaient affectueusement Yuki-san, parce qu'il parlait toujours de courage, avait été arrêté et condamné en tant que tueur en série responsable de ces crimes. Ce souvenir douloureux hantait encore, et toujours Satoru. Le lendemain, alors que Satoru et sa mère se trouvaient au supermarché, le phénomène de revival s'est de nouveau reproduit. Ce qui a profondément troublé Satoru, car il ne parvenait absolument pas à en identifier la cause exacte. Il a alors demandé à sa mère de bien regarder autour d'elle, à la recherche de tout ce qui pourrait être inhabituel. Et avec ses yeux d'une acuité remarquable, Sachiko a remarqué un homme dans une voiture qui était en train d'emmener un enfant. Lorsque leurs regards se sont croisés, l'homme a rapidement couvert son visage et est parti en trombe, lui donnant immédiatement le sentiment très net que quelque chose n'allait absolument pas. Plus tard, de manière inattendue, ils ont croisé Eri, et Sachiko l'a alors invité à venir dîner chez eux pour déguster le délicieux curry qu'elle avait prévu de cuisiner ce soir-là. Pendant le repas, Airi a découvert avec surprise que Satoru était un mangaka et a exprimé une profonde admiration à son égard, disant que Satoru était pour elle comme un ami très respecté, des mots qui ont laissé Satoru légèrement embarrassé, tandis que sa mère les taquinait gentiment au sujet de leur relation naissante. Après qu'Ari soit rentrée chez elle, Sachiko a alors parlé à Satoru de ce qui s'était précisément passé sur le parking du supermarché, lui révélant que c'était en fait une tentative d'enlèvement qui avait heureusement échoué. Cela l'a alors amené à faire le lien avec la terrible affaire survenue il y a 10 à 8 ans. Le souvenir de la camarade de classe de Satoru, Inazuki Kayo, qui restait toujours seule dans le parc et qui fut l'une des victimes, lui est alors revenu en mémoire, de manière très vive. Il se souvenait alors de la dernière fois qu'il l'avait vue et ressentait un profond et lancinant regret de ne pas lui avoir demandé de rentrer chez elle avec lui, un souvenir qu'il voulait oublier plus que tout au monde et peut être même quelque chose que sa mère avait également tenté de l'aider à effacer de son esprit. Pendant ce temps, Sachiko a commencé à minutieusement reconstituer les différents événements. Elle s'est souvenue de la plaque d'immatriculation de la voiture de location, de la manière dont l'homme avait couvert son visage lorsque leurs regards se sont croisés, et de ce sentiment étrangement familier qu'elle avait ressenti en croisant ses yeux. Elle a alors réalisé qu'elle savait parfaitement qui était cet homme, et une vérité absolument choquante a traversé son esprit. Peut être que Shiratori Jun n'avait pas été le véritable coupable de ces crimes. Elle a immédiatement appelé une connaissance, puis est rentrée chez elle, le cœur lourd, sachant pertinemment que l'affaire n'était pas véritablement terminée, et que le véritable tueur était toujours en liberté. Elle a senti qu'elle devait absolument parler à Satoru pour lui révéler l'intégralité de la vérité. Mais elle a également réalisé que remuer ainsi le passé avait mis en grave danger à la fois elle et son fils. Le tueur savait désormais qu'il avait été identifié. À ce moment précis et fatidique, le meurtrier l'a attaquée par derrière, sans qu'elle ne s'y attende. Elle a tenté de saisir son téléphone, mais en vain elle a échoué. Lorsque Satoru a terminé son travail et est rentré chez lui, il a immédiatement remarqué que la porte d'entrée était déverrouillée, ce qui était tout à fait inhabituel, puisque sa mère était toujours d'une prudence exemplaire. Il l'a appelée à voix haute, mais il n'y a eu absolument aucune réponse. Puis il est entré dans le salon, et a été confronté à une vision absolument horrible. Sa mère gisait sur le sol dans une mare de sang, un couteau planté profondément dans son dos. Satoru a paniqué, la secouant désespérément, mais il était déjà bien trop tard. Son sang a maculé ses mains, et juste à ce moment précis, une voisine est passée pour rendre un peu de curry que sa mère avait généreusement partagé avec elle la nuit précédente. Lorsqu'elle a aperçu la scène, elle a poussé un cri de terreur absolument glaçant. Quelques instants plus tard, la police est arrivée sur les lieux, trouvant Satoru avec du sang sur les mains, et l'a immédiatement identifié comme étant le principal suspect dans cette affaire. À cet instant précis, l'esprit de Satoru n'était rempli que d'une seule et unique pensée. Tout était absolument faux. Il n'avait pas commis cet acte. Submergé par une panique totale, il s'est mis à courir. Alors qu'il fuyait la police, le phénomène de revival, le plus puissant qu'il ait jamais eu l'occasion d'expérimenter, s'est soudainement produit. Cette fois-ci, cela ne l'a pas renvoyé simplement quelques minutes en arrière, non, cela l'a projeté très loin dans le passé. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé dans un endroit qui lui était à la fois étrangement familier et pourtant si lointain. Il a vu un ami d'enfance l'appeler par son nom et a réalisé qu'il portait un sac à dos d'écolier.
Il avait voyagé dans le passé, il était redevenu un jeune garçon d'école primaire. Juste avant que la série absolument horrible d'enlèvement ne commence, Satoru s'est retrouvé projeté dans une réalité chaotique et totalement inconnue, sa conscience d'homme de 29 ans étant piégée à l'intérieur du corps de son jeune moi d'enfant. Il a alors réalisé qu'il avait voyagé dans le temps jusqu'au 15 février 1988, un événement qu'il avait l'habitude d'appeler le phénomène de revival. Mais cette fois-ci, son ampleur dépassait de très loin tout ce qu'il avait jamais eu l'occasion d'expérimenter. Pas seulement quelques minutes, mais bien 10 à 8 années complètes. Il s'est retrouvé assis dans son ancienne salle de classe, entouré de ses amis d'enfance qui discutaient avec un enthousiasme débordant d'émissions de télévision telles que Maskman et Black, ou de jeux vidéo comme Dragon Quest Roman, trois noms qui évoquaient pour lui une époque depuis longtemps révolue et perdue à jamais. Une vague de désorientation totale l'a alors envahi, il ne se souvenait même plus de l'emplacement de sa propre place. Distraitement, il s'est dirigé vers le bureau de Inazuki Kayo, une fille plutôt calme et très solitaire, et a été immédiatement taquiné par ses camarades de classe, qui ont plaisanté en disant qu'il aimait Kayo, et que deux marginaux un peu étranges comme eux formeraient un couple absolument parfait. Alors que le professeur faisait l'appel, des pensées frénétiques et désordonnées traversaient l'esprit de Satoru. Pourquoi diable était-il ici? Qu'est-ce qui se passait donc? Était-ce bien la réalité? Car il était en train de revivre un passé d'il y a 10 à 8 ans, un passé qu'il avait tant et si bien essayé d'oublier. Complètement submergé, il a fait semblant d'avoir un terrible mal de tête pour pouvoir se rendre à l'infirmerie, mais a plutôt attrapé son sac et a couru directement chez lui. Un désir ardent et irrépressible de revoir sa mère Sachiko, cette femme même qu'il venait de voir brutalement assassinée dans le futur, a guidé chacun de ses pas, chaque mouvement. Lorsqu'il est enfin rentré chez lui, il a appelé à voix haute « Maman !» Sa voix tremblait à la fois de douleur et d'un immense soulagement, mais elle n'était pas encore rentrée. Elle était toujours à son travail. Il est entré à l'intérieur, ressentant une profonde et douce nostalgie pour absolument tout ce qui l'entourait. Lorsqu'elle est finalement apparue, bien vivante, en parfaite santé et absolument radieuse, Satoru a été complètement submergé par une émotion intense. Sa mère, bien que surprise et un peu confuse par son étrange comportement, l'a doucement et tendrement réconforté. Le dîner a commencé avec l'humble steak haché qu'elle avait préparé, un plat simple qui revêtait désormais une immense signification pour Satoru. C'était le goût de la paix retrouvée, de la chaleur familiale, de ces moments précieux qu'il avait autrefois perdus et qu'il avait maintenant la chance inouïe de pouvoir enfin retrouver. Il a alors réalisé qu'il avait complètement oublié ces petits moments de bonheur, et il s'est juré à lui-même qu'il ne les laisserait plus jamais, au grand jamais, s'échapper de sa vie. Il a alors compris que ce grand revival avait un but bien précis, lui offrir une seconde chance de corriger toutes les erreurs passées, et il était convaincu que pour sauver la vie de sa mère dans le futur, il devrait commencer précisément ici, dans ce passé, en empêchant la terrible tragédie qui était sur le point de se dérouler. Et au centre même de cette tragédie se trouvait nul autre que Inazuki Kayo, la jeune fille qui allait devenir la toute première victime d'une série d'enlèvements et de meurtres, un événement absolument marquant qui a façonné la personne craintive et pleine de profonds regrets qu'il allait devenir plus tard dans sa vie. De retour à l'école, Satoru a commencé à observer Kayo avec beaucoup plus d'attention et il a très vite remarqué une ecchymose sur sa jambe, un signe évident de maltraitance. Cela a confirmé ses vagues soupçons et a considérablement renforcé sa ferme résolution d'intervenir. Pendant ce temps, ses amis Kazu, Osamu, Hiro et tout particulièrement Kenya, un jeune garçon sage et perspicace bien au-delà de son âge, ont une fois de plus remarqué l'attention particulière que Satoru portait à Kayo. Il continuait de le taquiner sans relâche, et Kazu a même couru pour aller dire directement à Kayo que Satoru l'aimait bien. Cela a conduit à une confrontation extrêmement gênante et embarrassante après l'école. Kayo a demandé sans détour à Satoru s'il était stupide, puis l'a traité de faux exactement comme elle-même. Ces remarques ont complètement stupéfié Satoru, car elles ont frappé son essence même, son être profond. Il était en effet quelqu'un qui avait toujours essayé de jouer le rôle d'une version idéale de lui-même pour s'intégrer aux autres, une habitude qu'il avait conservée depuis son enfance et jusqu'à l'âge adulte, et Kayo semblait avoir vu clair à travers cette façade, cette imposture. La conversation s'est terminée de manière étrange lorsque la jeune fille lui a soudainement demandé s'il serait capable de tuer quelqu'un pour elle, une question emplie d'un désespoir et d'une obscurité absolument glaçant. Après leur discussion, Satoru a profondément et longuement réfléchi aux mots de Kayo. Il a alors réalisé qu'en le traitant de faux, elle ne voulait pas du tout dire qu'elle savait qu'il venait du futur, mais plutôt qu'elle reconnaissait qu'il était exactement comme elle, tous deux portant des masques. Lui jouait le rôle d'un garçon joyeux et sociable, tandis qu'elle, elle agissait de manière indifférente et totalement dénuée d'émotions. Tous deux essayaient de cacher leurs douleurs et leurs peurs les plus profondes à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis Kenya s'est approché de Satoru, lui disant qu'il sentait que l'inquiétude de Satoru pour Kayo était quelque chose de très important, bien plus qu'un simple béguin enfantin, et il a offert son aide, ainsi que celle des autres. Par la suite, Kenya a subtilement suggéré à Satoru de lire le recueil d'essais des élèves, et c'est là que Satoru a découvert l'essai de Kayo, intitulé « La ville où je disparais seul ». Cet essai était un véritable cri silencieux à l'aide, une confession douloureuse d'une extrême solitude et d'un désir ardent de s'échapper vers une île où il n'y aurait ni adultes, ni amis, ni professeurs, ni même de mère,
un endroit totalement dépourvu de souffrance ou de chagrin. En lisant ces lignes, Satoru a alors pleinement et profondément compris la situation difficile de Kaio et il savait qu'il devait absolument agir. Il a commencé à élaborer un plan et la toute première étape consistait à créer une opportunité pour qu'il puisse se rapprocher. Il a demandé à sa mère la permission d'organiser une fête d'anniversaire le 2 mars avec l'intention bien arrêtée d'inviter Kaio. C'était là quelque chose qu'il n'avait absolument jamais fait dans le passé, un petit changement qui, il l'espérait, pourrait créer un futur radicalement différent. Par la suite, il est allé trouver Kaio au parc après l'école, là où elle s'assied habituellement seule jusqu'à la tombée de la nuit pour éviter de rentrer chez elle. Il l'a approchée, et cette fois-ci il a décidé d'être totalement honnête. Il a admis qu'il était en train de jouer un rôle, mais c'était parce qu'il voulait désespérément avoir des amis et être apprécié des autres, et il croyait fermement que si l'on joue un rôle suffisamment longtemps, cela finit inévitablement par faire partie intégrante de qui l'on est. Une pensée qui lui a rappelé quelque chose qu'Airi lui avait un jour dit dans le futur. La sincérité de Satoru semblait véritablement atteindre Kaio, et il a saisi cette opportunité pour l'inviter à sa fête d'anniversaire, insistant sur le fait qu'elle était la toute première personne qui l'invitait. Après un court moment de surprise, Kaio a finalement accepté. À cet instant précis, alors que la neige commençait à tomber doucement, Satoru a réalisé que ses mains étaient en train de geler, parce qu'il avait complètement oublié ses gants, et Kaio a soudainement pris l'une de ses mains pour la réchauffer délicatement. Un petit geste, certes, mais profondément significatif, marquant la toute première connexion entre deux âmes solitaires. Cela a rendu l'esprit de Satoru, l'homme de 29 ans, complètement troublé, et son visage s'est mis à rougir intensément. Et lorsque la jeune fille a dit qu'il était devenu plus facile de lui parler dernièrement, Satoru a accidentellement laissé échapper que c'était parce qu'il avait décidé de ne plus jamais lui mentir. Cela a rendu Kaio très embarrassée et elle s'est enfuie en courant. Mais peu être, au plus profond d'elle-même, a-t-elle ressenti un peu de chaleur réconfortante dans son cœur. Debout, seul, dans le parc entièrement recouvert de neige, à l'endroit même et précis où il avait vu Kaio pour la toute dernière fois il y a 10 à 8 ans, Satoru a réaffirmé sa ferme résolution. Il ne laisserait plus jamais Kaio seul, il resterait constamment à ses côtés, changerait son passé douloureux, et ce faisant, il changerait également son propre futur. Son esprit d'homme de 29 ans a commencé à travailler de manière urgente, alors qu'il reconstituait les souvenirs fragmentés de cette ancienne tragédie, se rappelant que non seulement Inazuki, mais aussi Nakanishi Aya et Tsujita Hiromi avaient également été des victimes. Cependant, il a réalisé un détail d'une importance capitale. Seul Inazuki avait 10 ans à ce moment précis, ce qui signifiait que son anniversaire n'était pas encore arrivé lorsqu'elle avait disparu en mars. De cette observation, Satoru a déduit un calendrier crucial. Le jour X, le jour exact où Inazuki a été kidnappée. Cela devait donc tomber quelque part, entre le 1er mars et la date de son anniversaire. S'il parvenait à identifier précisément ce jour, il pourrait empêcher l'enlèvement et modifier complètement la chronologie tragique des événements. À l'école, l'atmosphère est devenue très animée avec une compétition de patinage où les garçons devaient concourir en paire, et malheureusement Satoru a été jumelé avec Hamada, la véritable star de l'équipe de hockey sur glace championne nationale, un adversaire qu'il savait pertinemment n'avoir absolument aucune chance de battre, comme par le passé. Les filles ont alors exhorté Inazuki à encourager Satoru, et elle lui a demandé avec une certaine hésitation s'il pensait réellement pouvoir gagner. Voulant l'impressionner et la faire sortir de sa coquille, Satoru a promis solennellement qu'il ferait absolument de son mieux. Lorsque la course a commencé, Satoru, bénéficiant de l'avantage de la compréhension d'un adulte en matière de physique et de mécanique corporelle, a pris un excellent départ, prenant ainsi la tête sur Hamada, à l'étonnement général de tous les spectateurs. Mais c'est alors qu'un profond conflit interne a éclaté en lui. Il a estimé qu'il était profondément injuste de vaincre quelqu'un qui s'était entraîné si dur chaque jour en utilisant un avantage que personne d'autre ne connaissait ni ne soupçonnait. Il pensait que Hamada était celui qui méritait véritablement la victoire et il a donc délibérément ralenti sa course pour laisser Hamada le dépasser et terminer en première position. Cependant, cet acte de fausse noblesse s'est retourné amèrement et cruellement contre lui. Hamada s'est senti profondément insulté, a confronté Satoru avec une colère manifeste et lui a dit qu'il détestait les gens comme lui. Satoru a alors réalisé qu'il venait de répéter exactement la même erreur qu'il avait commise 10 à 8 ans auparavant, une erreur née d'avoir essayé d'agir de manière vertueuse au lieu d'être simplement honnête et d'affronter les choses de front. Après la course, Satoru a tenté de parler à Inazuki. Mais avec la perspicacité aiguisée de quelqu'un qui se cachait également derrière un masque, elle a immédiatement percé à jour le mensonge qui se dissimulait derrière sa performance. Froidement, elle lui a dit qu'ils étaient tous les deux des faux-semblants et des menteurs, élargissant ainsi encore davantage la distance qui les séparait. Satoru se sentait alors complètement désespéré. Il savait que pour pouvoir mener à bien son plan, il devait absolument abattre le mur qui existait entre eux, et la toute première étape consistait à découvrir la date de son anniversaire afin de confirmer sa théorie concernant le jour X. Fermement déterminé à découvrir l'entière vérité, Satoru est retourné à l'école et a cherché son professeur principal, Yashiro Gaku, un homme que Satoru avait remarqué pour ses yeux particulièrement perçants et sa perspicacité d'une acuité remarquable. Yashiro a rapidement deviné que Satoru était préoccupé par Kaio. Et lorsque Satoru a expliqué qu'il ne pouvait pas lui demander directement la date de son anniversaire, Yashiro lui a volontiers montré le carnet de contact de la classe, sans hésitation.
Satoru a été complètement stupéfait de découvrir que Inazuki partageait la même date d'anniversaire que lui, le 2 mars. Yashiro a alors expliqué que Kaio était être trop timide pour mentionner cette coïncidence et a encouragé Satoru à célébrer leurs anniversaires tous les deux ensemble. Il a également conseillé à Satoru que quoi qu'il entreprenne, que ce soit dans la course ou dans sa relation avec Kaio, il devrait toujours donner le meilleur de lui-même sans jamais se retenir. Maintenant Satoru détenait enfin la dernière pièce du puzzle. Il savait désormais avec une certitude absolue que le jour X, le jour où le destin de Inazuki allait être scellé, était le 1er mars, à seulement 11 jours de là. Satoru est allé au parc pour tenter de trouver Inazuki, mais elle était absolument introuvable. Au lieu de cela, il a rencontré de manière tout à fait inattendue Shiratori Jun, l'homme que les enfants appelaient affectueusement Yuki-san, et qui dans le futur allait être injustement condamné à la peine de mort. Avec les yeux d'un homme de 29 ans, Satoru voyait désormais Yuki-san d'une manière complètement différente. Non pas comme un homme au chômage suspect et potentiellement dangereux, mais plutôt comme un jeune homme doux de 23 ans qui bégayait, travaillait très dur dès 4 heures du matin dans le magasin de son père, et s'efforçait de parler correctement pour paraître plus mature devant les enfants. Satoru a alors interrogé Yuki-san au sujet de Inazuki, et ce dernier a confirmé qu'il la connaissait bien et qu'il lui avait déjà parlé à plusieurs reprises au parc. Cette rencontre a renforcé la conviction de Satoru que Yuki-san était totalement innocent. Il a alors fait le vœu silencieux d'empêcher ce crime de se produire, non seulement pour sauver Inazuki, mais aussi pour préserver l'avenir de Yuki-san, un avenir qu'il se devait de protéger. Ne trouvant pas Inazuki au parc, une terrible prémonition a guidé Satoru jusqu'à sa maison, où il l'a découverte cachée dans un vieux cabanon encombré, au fond du jardin. Il a également trouvé ses gants brûlés à l'extérieur, un signe inquiétant. Alors qu'il tentait de la convaincre de sortir, la mère d'Inazuki est apparue, le visage empli d'hostilité. Satoru a alors vu de ses propres yeux les ecchymoses sur le corps d'Inazuki. Quand il a interrogé la mère, celle-ci a forcé Inazuki à mentir, affirmant qu'elle était tombée. Satoru, piégé dans le corps d'un enfant de 10 ans, s'est senti totalement impuissant et furieux, une rage sourde l'envahissant. Il ne put que rester là, impuissant, à regarder la femme traîner Inazuki à l'intérieur, suivi par les sons d'un passage à tabac brutal résonnant dans l'air, une scène qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire, une image indélébile. Le lendemain à l'école, l'atmosphère était extrêmement tendue. Inazuki est arrivé en retard, ses blessures maladroitement dissimulées, puis un incident s'est produit. L'argent du déjeuner de la classe avait disparu, créant un malaise palpable. Une camarade de classe, Misato, a immédiatement accusé Inazuki, affirmant qu'elle était pauvre et n'avait pas encore payé son déjeuner. Toute la classe s'est rapidement jointe à elle, transformant cela en un cruel procès, un véritable jugement public. Satoru et Kenya sont intervenus pour défendre Inazuki, arguant que n'importe qui aurait pu la piéger. Le professeur Yashiro est intervenu, mettant fin habilement à la dispute en déclarant que, puisque Kaio était responsable de l'argent ce jour-là, il n'était pas étrange que ce soit avec elle, une explication logique. Le professeur connaissait la situation d'Inazuki et tentait de la protéger à sa manière, mais Satoru savait que de tels efforts étaient loin d'être suffisants, et que le temps pressait inexorablement. Après l'école, Inazuki a remercié Satoru de l'avoir défendu, et, au cours de leur conversation, lui a parlé de sa vieille rancune envers Misato depuis la 3e année, mais a également évoqué un beau souvenir. Le sapin de Noël étincelant chez Misato lors d'une fête de Noël, un moment de joie. Saisissant l'instant, Satoru a eu une idée. Il a suggéré qu'ils aillent voir un sapin de Noël ensemble tout de suite. Satoru a conduit Inazuki sur une colline enneigée où se dressait un vieil arbre solitaire, ses branches scintillant de givre sous la faible lumière du soir, et il l'a appelé leur sapin de Noël, un symbole d'espoir. En chemin, quelque chose de miraculeux s'est produit, ils ont vu une paire de renards roux jouer dans la neige. Une scène que Satoru avait déjà observée seul dans la chronologie précédente. Mais cette fois, il a pu la partager avec Inazuki, un moment précieux. Lorsqu'ils ont atteint le sommet de la colline et se sont tenus devant l'arbre, un silence confortable les a enveloppés tous les deux. Inazuki a souri et a traité Satoru d'idiot, parce que c'était février, mais il n'y avait plus aucune froideur dans sa voix, seulement de la tendresse. Satoru a répondu par la promesse qu'il reviendrait ici en été pour revoir l'arbre, une promesse d'un avenir qu'il risquait tout pour lui reconquérir. Le jour J, le 1er mars, approchant à grands pas, Satoru a solidifié son plan dans son esprit, le rendant inébranlable. Il s'est souvenu des événements d'il y a 10 à 8 ans, se rappelant que ce jour fatidique, Kaio se tenait seul dans le parc, comme d'habitude un peu avant 10 à 8 heures, tandis que lui était allé à leur cachette secrète pour chercher les gants perdus, un détail crucial. En chemin, il avait brièvement vu Yuki-san assis seul près de la rivière, et au moment où il était revenu et avait traversé le parc à nouveau, Inazuki avait disparu sans laisser de traces, comme si elle s'était évaporée. Ainsi, sa mission est devenue plus claire que jamais. Il devait s'assurer que rien ne se passe le 1er mars, puis célébrer leur fête d'anniversaire commune avec Inazuki le lendemain, le 2 mars, pour prouver qu'il avait vraiment changé l'avenir et effacé ce crime de l'histoire pour toujours, une victoire essentielle.
Pour mener à bien ce plan, la première étape consistait à sortir Inazuki de son environnement toxique, surtout pendant les week-ends, afin de lui offrir un répit bien mérité. Par conséquent, Satoru a dit à sa mère qu'il voulait sortir le samedi, et sa mère perspicace l'a immédiatement taquiné à propos d'un rendez-vous, promettant même de lui donner de l'argent de poche supplémentaire, ce qui a rendu Satoru embarrassé de l'admettre, rougissant légèrement. Avec son intuition aiguisée d'ancienne journaliste, Sachiko a rapidement deviné que la fille en question était Inazuki. Elle lui a conseillé d'être prudent tout en lui montrant subtilement son soutien, une marque d'affection maternelle. À l'école, Satoru a tenté d'inviter ses amis proches, Kenya, Kazu, Osamu et Hiromi, à se joindre à lui et Inazuki pour une sortie au centre scientifique. Cependant, ils ont tous mystérieusement décliné, chacun donnant des excuses vagues sur leur emploi du temps chargé, puis suggérant qu'ils passeraient un meilleur moment seul avec Inazuki, une ruse évidente. Il était évident qu'il leur laissait délibérément de l'espace, et Satoru a réalisé qu'il devrait affronter son plus grand défi seul. Demander la permission à la mère d'Inazuki, une tâche redoutable et pleine d'appréhension. La confrontation s'est déroulée exactement comme il l'avait prédit, la mère d'Inazuki était extrêmement hostile et dure. Elle a catégoriquement refusé, affirmant que Kaio devait rester à la maison pour faire les tâches ménagères, et a remis en question les motivations de Satoru avec des mots insultants, allant même jusqu'à traiter sa propre fille d'enfant morose, une attitude choquante. La dispute a atteint son paroxysme lorsque Satoru, dans un moment de colère, a accidentellement laissé échapper qu'il voulait sauver son ami, un lapsus imprude qui n'a fait qu'approfondir la suspicion et la fureur de la femme, la rendant encore plus intraitable. Alors que la situation était au plus mal, la mère de Satoru, Sachiko, est apparue comme une sauveuse. Elle a révélé qu'elle avait suivi les enfants, mue par une mauvaise prémonition, un pressentiment maternel, et comme l'huile moteur Castrol Power One, elle a pris le contrôle de la situation. Elle a confronté directement la mère d'Inazuki, utilisant le raisonnement d'un parent pour souligner qu'ils devraient soutenir les efforts positifs de leurs enfants, une approche ferme et juste. Elle a également subtilement mentionné que leur famille partageait certaines similitudes et a lancé une invitation polie, mais significative, à discuter, une manœuvre astucieuse qui a réussi à briser la résistance de l'autre femme et l'a forcée à accepter à contre-cœur de laisser Kaio sortir, une victoire diplomatique. Le samedi 27 février, Satoru et Inazuki ont passé une agréable journée au centre des sciences. C'était une journée ensoleillée, et Inazuki semblait s'être libérée de ses fardeaux. Elle était plus détendue et joyeuse, s'abstenant même de le traiter d'idiot, un signe de son épanouissement. Alors qu'ils exploraient, Satoru fut frappé par une étrange sensation de déjà-vu. Il réalisa soudain que dans la chronologie originale, il était également venu ici seul et avait rencontré Inazuki par hasard, une coïncidence troublante, ils avaient eu une conversation similaire. Une pensée glaçante s'insinua dans son esprit, il pourrait être en train de répéter le même passé sans le savoir. Mais juste au moment où il sombrait dans l'inquiétude, quelque chose de nettement différent s'est produit, un événement inattendu, son groupe d'amis est soudainement apparu. Ils ont dit qu'ils avaient terminé leurs propres affaires plus tôt et étaient venus les rejoindre. C'était quelque chose d'entièrement nouveau, une preuve indéniable que ses actions avaient bel et bien fait une différence, un tournant majeur. Satoru sentit une vague de soulagement et d'espoir l'envahir. L'avenir n'était plus un chemin figé. Les jours suivants se sont déroulés dans une atmosphère optimiste. Le lundi 29 février, Inazuki est arrivé à l'école à l'heure, le visage lumineux et plein de vie, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant, un véritable miracle. Satoru a accidentellement laissé échapper un compliment disant qu'elle avait un joli visage, ce qui a entraîné une nouvelle série de taquineries de la part de toute la classe, un moment d'embarras général. Il a promis de venir la chercher le lendemain matin, le 1er mars, le jour J, le jour où il devait être le plus vigilant. Et finalement, le jour fatidique est arrivé. Satoru est resté aux côtés d'Inazuki toute la journée, il est venu la chercher le matin, sans la quitter des yeux. Ils sont allés à l'école ensemble, et après les cours, il a insisté pour l'emmener au centre pour enfants pour jouer. Même si elle voulait rentrer tôt pour préparer son cadeau d'anniversaire, il a refusé de la laisser seule, pas un instant, par pure précaution, pas même une seconde quand la nuit est tombée et que la neige a commencé à tomber. Il l'a raccompagnée jusqu'à chez elle. Avant de partir, il a crié fort « Je viendrai te chercher demain ». Une déclaration audacieuse non seulement destinée à Inazuki, mais aussi à sa mère à l'intérieur de la maison, un message clair. Et pour quiconque pourrait rôder à proximité, une déclaration claire qu'elle n'était plus seule, qu'il serait toujours là pour elle. Et cette nuit-là, Satoru a réussi à passer le jour J, un soulagement immense l'envahissant. Il croyait avoir gagné. Le lendemain matin, le 2 mars, jour de leur anniversaire à tous les deux, Satoru s'est réveillé très tôt. Son cœur était rempli de joie et de soulagement. Il a couru chez Inazuki, et ensemble ils sont allés à l'école, le sourire aux lèvres. Cependant, après les cours, ils ont été retenus par monsieur Yashiro pour l'aider avec quelques petites tâches, et lorsqu'ils sont arrivés chez Satoru, une grande surprise les attendait. Tous leurs amis étaient là, ainsi que la mère de Satoru, une assemblée joyeuse.
Ils avaient secrètement préparé une grande fête d'anniversaire, un plan auquel même Monsieur Yashiro avait participé. La fête s'est déroulée dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse, complètement à l'opposé de l'anniversaire solitaire que Satoru avait vécu 10 à 8 ans auparavant, un contraste saisissant. Inazuki a beaucoup ri, a reçu des cadeaux, et pour la première fois, elle était entourée de vrais amis. Elle s'est excusée auprès de Satoru de ne pas avoir encore terminé son cadeau, mais a promis de le lui donner le lendemain, une promesse que Satoru a acceptée avec joie, le cœur léger. Quand Satoru a raccompagné Inazuki chez elle, elle l'a remercié et a répété sa promesse. Et cette nuit-là, Satoru s'est endormi avec un sentiment de triomphe absolu. Il avait réussi. Il avait changé l'histoire, une victoire éclatante, mais le lendemain matin, il s'est réveillé en retard et s'est dépêché d'aller à l'école. Il a soupiré de soulagement en voyant qu'il n'était pas en retard. Mais alors, une seule phrase du professeur a brisé tout son monde, le plongeant dans l'horreur. Alors, seul Kaio est en retard aujourd'hui. Inazuki n'était pas venu à l'école, Satoru s'est figé. Il a réalisé que le lendemain de la fête d'anniversaire, Inazuki n'était pas apparu, et que la promesse qu'il s'était faite la veille ne serait jamais tenue, un coup de massue. La cruelle vérité a frappé Satoru comme un coup dévastateur. Inazuki n'était pas venu à l'école. Il a tenté de se réconforter avec des excuses naïves, se disant qu'elle était peu, être juste en retard parce qu'elle avait veillé tard pour finir son cadeau d'anniversaire, une vaine tentative de déni, mais un mauvais pressentiment, une peur familière et rampante, a commencé à s'insinuer dans son esprit. Il ne pouvait pas rester en place. Il a couru hors de l'école et s'est précipité chez Inazuki, appelant son nom en vain devant une maison silencieuse et froide, un vide effrayant. Puis il a remarqué un signe troublant, des empreintes de bottes de taille adulte pressées dans la vieille couche de neige d'il y a 2 nuits, une preuve claire qu'un homme adulte avait été là après son départ, un détail glaçant. Tout espoir en lui s'est effondré. Il savait qu'il avait échoué, qu'il n'avait pas pu changer le destin de la jeune fille. Pendant les 2 jours suivants, Satoru est resté chez lui, absent de l'école, noyé dans la culpabilité et le désespoir, un fardeau écrasant. Alors qu'il était à la maison, il a surpris sa mère, Sachiko, au téléphone avec une ancienne collègue de la chaîne de télévision d'Ishikari. Elle discutait de la nécessité de ne pas divulguer la nouvelle de la disparition d'Inazuki aux médias afin d'éviter la panique publique et de protéger les autres enfants, une décision délicate. Satoru a réalisé que même dans le passé, sa mère avait toujours essayé discrètement de le protéger des vérités cruelles. Sachiko l'a réconforté, lui disant que ce n'était pas sa faute, que personne ne pouvait tout faire, des mots apaisants mais insuffisants. Mais ces mots ne pouvaient apaiser le sentiment d'impuissance et de culpabilité qui le tourmentait. À l'école, le professeur a annoncé que Kaio avait déménagé pour vivre avec sa grand-mère à Sapporo pour des raisons familiales, un mensonge convenu par l'école et l'association des parents pour faire taire les rumeurs, une triste mascarade. Mais Satoru connaissait la vérité. Il a remarqué que malgré le blackout médiatique, une voiture de police montait toujours la garde près de la maison d'Inazuki, un signe qu'une enquête était discrètement en cours, une présence inquiétante. Et puis, l'histoire a commencé à se répéter cruellement. Seulement 6 jours après la disparition d'Inazuki, la deuxième victime, Nakanishi Aya, une élève de l'école primaire d'Izumi, a également disparu, plongeant la communauté dans la terreur. L'enquête s'est immédiatement concentrée sur une série d'enlèvements d'enfants, et la voiture de police près de la maison d'Inazuki a commencé à apparaître moins fréquemment. Dans un moment de chagrin insupportable, Satoru a vu la mère d'Inazuki jeter un sac poubelle. À l'intérieur se trouvait une paire de gants en laine à moitié tricotée, un symbole déchirant, le cadeau d'anniversaire inachevé que Inazuki lui avait promis, un symbole brisé d'une promesse qui ne serait jamais tenue. Et juste après cela, le monde de Satoru s'est effondré. Le phénomène de réviviscence a pris fin brusquement, le projetant de nouveau dans la cruelle réalité de 2006, un retour brutal. Il s'est retrouvé une fois de plus un fugitif de 29 ans, caché sous un pont, et à travers le grésillement des radios de police, il a entendu son nom être déclaré principal suspect dans le meurtre de sa propre mère, Fujinuma Sachiko, une accusation terrible. La cruelle réalité s'est abattue sur lui. Il avait échoué à sauver Inazuki, sa mère était morte, et maintenant il était un homme recherché. Sans autre choix, il devait continuer à fuir, une situation désespérée et sans issue. Pendant sa fuite, il a cherché de l'aide auprès de son gérant à la pizzeria, mentant en disant qu'il s'était disputé avec sa mère et avait fui la maison. Le gérant au grand cœur l'a laissé rester sans suspicion, faisant preuve d'une gentillesse inattendue. Cependant, lorsque Satoru a regardé les informations du soir, il a réalisé qu'il ne faudrait pas longtemps avant que son identité ne soit révélée et que le gérant, étant un citoyen respectueux des lois, appellerait sûrement la police, une évidence inéluctable. Comme il s'y attendait, alors qu'il se préparait à s'échapper une fois de plus, il a été découvert, non pas par la police, mais par sa collègue Eri. Elle l'avait trouvé et, sans hésitation, l'a aidé à s'échapper dans sa voiture, un geste de bravoure. Eri a conduit Satoru chez son oncle où elle logeait et a révélé qu'elle savait tout par les nouvelles et par l'interrogatoire de la police sur son lieu de travail. Malgré cela, elle croyait entièrement en son innocence,
une foi inébranlable. Elle a affirmé fermement qu'un homme comme lui ne pourrait jamais assassiner sa mère aimante. Et sa foi inconditionnelle est devenue une puissante source de force pour Satoru dans son heure la plus sombre. Elle lui a également rendu le livre sur l'affaire vieille de 10 à 8 ans qu'il avait laissé derrière lui, un geste de soutien, et alors qu'ils le réexaminaient ensemble, Satoru a remarqué un détail crucial qu'il avait manqué. La date de la mort d'Inazuki et le dossier avait changé. Ce n'était plus le 1er mars, mais le 3 mars, le festival des poupées, une révélation capitale. Il a réalisé qu'il n'avait pas complètement échoué. Ses actions avaient maintenu Inazuki en vie pendant 2 jours de plus. L'histoire pouvait changer. L'espoir a de nouveau vacillé en lui. Si seulement on lui donnait une autre chance, une lueur inattendue. Cependant, leur sécurité n'a pas duré longtemps. Le gérant a appelé Eri, faisant semblant d'être inquiet et d'offrir son aide. Mais en réalité, il essayait d'obtenir leur localisation pour la signaler à la police, une trahison sournoise. L'intuition aiguisée d'Airi a percé la tromperie, et elle l'a confronté directement, exprimant sa déception face à son manque de confiance, les forçant à fuir leur cachette une fois de plus, une fuite précipitée. Alors qu'il se cachait sous un pont, Satoru a demandé à Airi pourquoi elle pouvait lui faire confiance si complètement, et elle lui a raconté une histoire de son passé, comment son père avait été faussement accusé de vol à l'étalage, un souvenir douloureux, et bien qu'il fût innocent, le manque de foi de sa mère a détruit leur famille. Depuis, Airi avait juré qu'elle choisirait toujours de se ranger du côté de la confiance. Elle lui a dit « Ce n'est pas que je peux te faire confiance, c'est que je veux te faire confiance ». Un acte de conviction pour éviter de répéter l'erreur de sa mère, une leçon de vie. Puis Eri est partie chercher des vêtements pour Satoru. Quand elle est rentrée chez elle et a fini de tout préparer, son téléphone a reçu un message, il provenait du numéro de la mère de Satoru, un détail troublant. Le message disait « Reste où tu es ». Eri a instantanément réalisé que le tueur avait pris le téléphone de la mère de Satoru, il savait qu'elle était seule et la surveillait. Et quelques instants plus tard, des flammes ont éclaté de la maison d'Airi. Un piège mortel tendu pour la tuer, une horreur absolue. Satoru et Airi faisaient maintenant face à un destin incertain et terrifiant. Eri a poursuivi son récit, expliquant que plus tard, sa mère avait avoué regretter de ne pas avoir fait confiance à son mari, un remords profond, et ce moment avait fait réaliser à Eri qu'elle devait continuer à les aimer tous les deux, que la foi en les gens était l'une de ses qualités les plus précieuses. Sa confession sincère a été brutalement interrompue lorsque le feu a soudainement rugi à travers la maison, une scène chaotique. Caché à proximité, Satoru fut stupéfait en entendant des gens crier qu'Airi était toujours à l'intérieur. Sans un instant d'hésitation, il s'est précipité dans l'enfer, risquant sa vie pour sauver la seule personne qui avait jamais placé sa foi en lui, un acte héroïque. Il a trouvé Airi inconsciente au milieu de la fumée épaisse et suffocante. Et alors qu'il luttait pour la sortir, sentant ses forces l'abandonner, le gérant de la pizzeria est soudainement apparu et l'a aidé à mettre Airi en sécurité, un secours inattendu. Ensuite, le gérant a dit à Satoru de courir, affirmant qu'il prendrait tout le mérite de l'avoir sauvé pour le couvrir. Alors que Satoru s'enfuyait, son esprit a commencé à analyser frénétiquement la situation, cherchant des réponses. Il a réalisé que le meurtrier avait délibérément mis le feu pour tuer Airi et le piéger. Pendant l'évasion, Airi avait secrètement glissé son téléphone dans sa poche, afin que la police ne trouve pas le message piège envoyé par le tueur, qui avait utilisé le numéro de téléphone de sa mère, une preuve cruciale. Cela prouvait que le meurtrier connaissait l'adresse d'Airi. Il l'avait peu, être traqué, ou l'avait vu à la pizzeria lorsqu'il était venu vérifier l'emploi du temps de Satoru dans le cadre de son plan pour tuer la mère de Satoru, une connexion glaçante. Satoru a compris que son ennemi était très proche, qu'il ne pouvait pas continuer à fuir éternellement, et qu'il devait prendre l'initiative de le trouver. Soit il trouverait le tueur, soit il serait attrapé en essayant, une décision inévitable. Avec cette résolution, Satoru a utilisé les contacts téléphoniques de sa mère pour joindre Sawada, un ancien journaliste en qui elle avait confiance. L'appel a commencé avec tension et prudence, mais finalement ils ont convenu de se rencontrer, un pas audacieux. Satoru est arrivé au point de rencontre, et Sawada a immédiatement exprimé sa conviction de l'innocence de Satoru, affirmant qu'une mère comme Sachiko n'élèverait jamais un meurtrier. Des mots réconfortants et pleins de sens. Il a partagé le contenu de sa dernière conversation avec elle, dans laquelle Sachiko avait insisté sur le fait que Shiratori Jun, ou Yuki-san, était innocent, et qu'elle avait identifié le véritable coupable, une révélation capitale. Sawada a ensuite exposé tout le déroulement de l'affaire vieille de 10 à 8 ans, basé sur les dossiers de police, méticuleusement construits pour piéger Yuki-san, y compris l'affirmation qu'il avait enlevé Kaio de l'entrepôt, l'avait tué dans un congélateur et avait ramené le corps, un scénario que Satoru savait entièrement faux, une manipulation flagrante. Sawada a ensuite expliqué le modus operandi du tueur, un homme d'une intelligence troublante qui mettait en scène les scènes de crime pour piéger des innocents à proximité, les transformant en suspects afin de ralentir l'enquête et d'effacer toute trace menant à lui-même, une stratégie machiavélique.
Pendant ce temps, à l'hôpital, Airi faisait face à un autre genre de bataille. Elle était entourée de proches qui avaient été convaincus par les médias et la police que Satoru était un meurtrier et un incendiaire, et qu'elle était une victime manipulée, une situation insoutenable. Airi ressentait de la douleur et de l'impuissance, car personne ne la croyait lorsqu'elle tentait de défendre l'innocence de Satoru. De retour à l'enquête, avec les documents de Sawada, Satoru a fait une percée, une avancée significative. Il a découvert une faille fatale dans le raisonnement de la police concernant la troisième victime, Sugita Hiromi. Il croyait qu'Hiromi avait été tué parce qu'il avait été pris pour une fille. Mais Satoru, se souvenant de son enfance, savait que c'était faux, une erreur flagrante. Le tueur savait parfaitement qu'Hiromi était un garçon et l'avait intentionnellement tué pour cette raison même, se retirer de la liste initiale des suspects, qui n'aurait probablement inclus que des hommes ne connaissant pas Hiromi, une ruse macabre. Cela signifiait que le nom du véritable tueur devait figurer parmi les suspects listés avant le meurtre d'Hiromi. À l'hôpital, la mère d'Airi est venue lui rendre visite. Et en entendant sa fille défendre désespérément Satoru et exprimer la douleur de ne pas être crue, elle s'est souvenue de ses propres regrets de ne pas avoir fait confiance à son mari par le passé, une résonance émotionnelle. Elle a dit à Airi qu'elle la croyait et l'a aidé à s'échapper de l'hôpital. Airi a immédiatement contacté Satoru et ils ont convenu de se rencontrer sous leur pont habituel. Bien que Satoru craignît que ce ne soit un piège policier, il a décidé d'y aller parce qu'il faisait confiance à Airi et qu'elle était venue seule, un acte de foi mutuel. Là, Airi a fourni à Satoru son dernier suspect, un homme nommé Nishizono, un conseiller municipal et un client régulier de la pizzeria. Quelqu'un qui pouvait facilement accéder à leurs horaires de travail et à leurs adresses, un profil inquiétant. Cependant, le nom de Nishizono ne figurait pas sur la liste des suspects de Sawada, laissant Satoru dans une autre impasse. Il se sentait comme le personnage du dieu de la mort qu'il avait autrefois imaginé dans son manga, une personne avec de bonnes intentions qui n'apportait que du malheur à ceux qui l'entouraient, une pensée amère. Mais Airi l'a tiré du désespoir. Elle lui a dit que son histoire n'était pas encore terminée et qu'il devait avoir plus confiance en lui. Et à ce moment précis, alors que Satoru sentait l'espoir ravivé par les mots d'Airi, la police a soudainement surgi de l'ombre et l'a arrêté, un coup du sort cruel. Airi s'effondra, se reprochant d'avoir mené la police là-bas, malgré sa promesse de venir seul. Tandis que Satoru était menotté et emmené, il savait que c'était peu être la dernière fois qu'il la reverrait. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il puisa sa force dans la confiance qu'elle lui accordait. Il se retourna et remercia Airi, lui disant que grâce à sa foi en lui, il pouvait continuer à se battre. Un dernier adieu, un geste de gratitude envers la seule personne qu'il avait soutenue. Au moment de son arrestation, alors que tout espoir semblait perdu, les yeux de Satoru balayèrent la foule et s'arrêtèrent sur un visage. Et à cet instant, il reconnut le véritable meurtrier, celui qui avait anéanti sa vie. Un désespoir accablant et une détermination féroce à tout arranger l'envahirent. Il hurla dans une agonie silencieuse, suppliant pour une dernière chance, un ultime retour, et ce fut comme si l'univers avait entendu son appel. Le phénomène de revival s'activa une dernière fois, le projetant dans le passé vers un moment crucial, le 27 février 1988, au Centre des Sciences, l'instant précis où ses amis étaient apparus et où la chronologie avait changé pour la première fois. Mais cette fois, Satoru n'était plus un enfant perdu. Il était un guerrier portant les souvenirs de la douleur et de l'échec. Il se dit que c'était sa dernière chance, qu'il devait réussir à tout prix, même s'il devait agir seul, même s'il devait faire des choses désagréables, il ne laisserait aucun regret derrière lui. Plus tard, alors que le groupe rentrait chez lui, son ami intelligent Kenya interrogea Satoru à propos d'un livre qu'il prétendait lui avoir prêté, un détail dont Satoru ne pouvait se souvenir, car c'était un souvenir datant de 10 à 8 ans dans le futur. Une fois rentré, sa profonde préoccupation inquiéta sa mère. Et il mentionna accidentellement quelque chose du futur, une information sur une ligne de train directe vers Yuno. C'était une remarque déroutante pour elle à l'époque, mais une pièce cruciale du puzzle global. Le lendemain, 29 février, Satoru décida qu'il ne pouvait plus agir seul, il avait besoin d'un allié. Il utilisa le livre inexistant comme excuse pour parler en privé avec Kenya, et dans le couloir vide, Kenya révéla la vérité. Il savait que ce livre n'existait pas, c'était un test. Avec une perspicacité bien au-delà de son âge, Kenya confronta Satoru, disant qu'il sentait que Satoru avait changé, comme si une autre personne, une autre identité existait en lui. Kenya admit qu'il connaissait depuis longtemps les Ekimos d'Inazuki mais se sentait impuissant à agir. Et les actions de Satoru semblaient être un reproche silencieux contre sa propre lâcheté. Puis il posa une question. Satoru, qui es-tu?
Face à une telle perspicacité incroyable, Satoru donna la seule réponse véridique qu'il put. Il dit qu'il voulait devenir un super-héros. Une simple confession pourtant remplie de conviction, cela persuada Kenya. Satoru décida de faire entièrement confiance à son ami et révéla qu'Inazuki était sur le point d'être assassiné. Au lieu de douter de lui, Kenya se rangea immédiatement du côté de Satoru, disant qu'il était déjà un super-héros et qu'il voulait en être un aussi. À partir de ce moment, une alliance fut formée. Avec un allié digne de confiance, le plan de Satoru devint plus audacieux et plus sûr. Il envoya Inazuki avec Kenya et Hiromi au centre pour enfants pendant qu'il allait rencontrer Yuki-san. Grâce à des questions astucieuses, il confirma l'emplacement de la chambre du père de Yuki-san, et apprit également que Yuki-san ne rencontrait plus Inazuki car elle avait maintenant des amis. La joie sincère de Yuki-san en entendant cela ne fit que renforcer son innocence aux yeux de Satoru. Il comprit que le tueur les avait simplement vus ensemble et avait décidé d'incriminer un homme doux et confiant. Après la fête d'anniversaire du 2 mars, à la tombée de la nuit, Satoru commença à agir. Il se faufila chez Yuki-san et lança un bloc de glace pour briser la fenêtre de la chambre de son père, un acte de vandalisme délibéré destiné à appeler la police et à créer un alibi en béton pour Yuki-san la nuit même du crime. Puis il se cacha près de la maison d'Inazuki pour surveiller sa mère, et une rage sombre monta en lui. Il envisagea de l'éliminer, de supprimer la menace directe pour Inazuki, mais Kenya intervint à temps, lui rappelant que s'il devenait un meurtrier, il ne pourrait protéger personne, et le ramena du bord du précipice. Satoru décida alors de mettre à exécution son plan final, le plus téméraire. Il kidnapperait Inazuki lui-même. Il la rencontra après la fête et lui dit sans détour « Je vais te kidnapper maintenant » et Inazuki, avec une confiance absolue, répondit simplement « D'accord ». Ils allèrent ensemble à un bus abandonné, leur cachette secrète où Kenya attendait. Ils transformèrent le bus froid en un foyer temporaire douillet, une forteresse sûre pour Inazuki. Cette nuit-là, Satoru revint avec des nouilles instantanées et ils partagèrent un repas tardif, un rare moment de paix, et Satoru promit à Inazuki un voyage de camping estival, un engagement pour un avenir radieux qu'il se battait pour reconquérir. Le lendemain, 3 mars, ils réussirent à garder Inazuki en sécurité. Satoru savait qu'à partir de ce moment, tout était territoire inconnu. Les actions du tueur et de la mère d'Inazuki étaient devenues imprévisibles. À l'école, ils impliquèrent Hiromi dans le plan et Inazuki, avec son intelligence, conçut un moyen pour que chacun ait une excuse en cas de découverte, prouvant qu'elle n'était plus une victime passive, mais une guerrière à leur côté. Pourtant, cette nuit-là, pendant qu'Inazuki dormait, quelqu'un vint, laissa quelque chose puis partit. Satoru commença la nouvelle journée, se levant tôt, et sa mère, Sachiko, lui avait discrètement préparé un déjeuner supplémentaire à emporter. Il se rendit à la base secrète dans le bus abandonné où Inazuki l'attendait, et ils partagèrent le petit déjeuner, un moment paisible avant la tempête à venir. Sur le chemin de l'école, Satoru rencontra de manière inattendue Nakanishi Aya, la fille qui aurait été la deuxième victime, un rappel de ce qu'il se battait pour empêcher. En classe, lui et ses amis continuèrent la mascarade. Il fit semblant de ne pas savoir où était Inazuki, et plus tard, Satoru parla à Mei. Yashiro, qui révéla une nouvelle encourageante, il avait contacté le centre de protection de l'enfance et il visiterait la maison d'Inazuki ce soir-là même, une étape cruciale vers son sauvetage. Comme prévu, les travailleurs sociaux accompagnés de Monsieur Yashiro se rendirent chez Inazuki, mais la trouvèrent vide. Sa mère s'était enfuie en les voyant. Malgré tout, Monsieur Yashiro rassura tout le monde en disant que Kaio était en sécurité, montrant implicitement sa confiance en Satoru. De retour à leur base, Satoru annonça la nouvelle à Inazuki, et dans ce moment victorieux, elle lui offrit son cadeau d'anniversaire en retard. Une paire de gants en laine qu'elle avait tricoté elle-même, et la dernière promesse fut tenue, émouvant Satoru aux larmes. Il eut l'impression d'avoir attendu toute sa vie ce moment, mais leur joie fut de courte durée. Inazuki lui dit que quelqu'un s'était introduit dans le bus la nuit précédente, et lorsqu'ils inspectèrent une boîte en carton suspecte, ils trouvèrent un ensemble d'outils de meurtre, incluant du charbon pour l'asphyxie, des bombes à aérosol et d'autres instruments. Satoru réalisa aussitôt que le bus n'était pas un refuge sûr, mais la cachette du tueur, l'endroit où il gardait ses instruments. Conscient du danger imminent, Satoru prit une décision. Il ne fuirait plus. Il l'affronterait directement. Il ramena Inazuki chez lui, auprès de sa mère. Madame Sachiko les accueillit à bras ouverts. Elle ne les gronda pas. Au lieu de cela, elle dit qu'elle était fière des enfants pour avoir courageusement aidé une amie.
Et elle avait préparé une grande marmite de curry comme si elle avait tout su à l'avance. Cette nuit-là, Inazuki connut une vraie vie de famille. Elle fut baignée dans une baignoire chaude, ses cheveux lavés et soignés par Sachiko, et elle dormit paisiblement dans le salon avec Satoru et sa mère, une nuit d'amour et de sécurité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le lendemain matin, alors qu'ils partageaient un joyeux petit déjeuner, Satoru et sa mère ramenèrent Inazuki chez elle. En voyant sa fille, la colère de la mère explosa en une fureur. Elle cria, accusa Satoru et sa mère, affirma que Sachiko avait kidnappé son enfant et menaça de les poursuivre en justice. Mais Sachiko, calme et d'une fermeté d'acier, lui fit face et posa une question simple mais redoutable. Avait-elle réellement cherché Kaio ces 3 derniers jours? La question exposa l'égoïsme et l'irresponsabilité d'Akemi, la plongeant dans un état de folie. Alors qu'elle tendait la main vers une pelle pour attaquer sa propre mère, Satoru s'avança pour protéger la sienne. Sachiko regarda Akemi droit dans les yeux et lui dit sans détour que la seule personne dont elle se souciait était elle-même. Au plus fort de la confrontation, le personnel du centre de protection de l'enfance arriva, accompagné de M. Et Yashiro avait tout arrangé à l'avance et Akemi réalisa qu'elle était piégée. Elle tenta d'entraîner Kaio, mais fut arrêtée par l'apparition soudaine de sa propre mère, la grand-mère de Kaio, la femme avec qui elle avait rompu tout contact depuis longtemps. Confrontée à sa mère, la façade endurcie d'Akemi s'effondra. Sa mère s'excusa de ne pas avoir été là pour l'aider à traverser les difficultés de la monoparentalité, et cette empathie brisa complètement Akemi. Elle s'accrocha à sa mère dans la neige et pleura comme une enfant, appelant maman, un cri plaintif qui révéla une tragédie multigénérationnelle. Satoru remarqua que Kaio ne courut pas réconforter sa mère, car pour la jeune fille, cette mère n'était pas un refuge mais la source de toute sa douleur. Akemi fut emmené pour recevoir de l'aide. Monsieur Yashiro félicita Satoru, disant que ses efforts courageux ne devaient pas se terminer en tragédie. Ces mots furent une grande consolation pour Satoru, sonnant comme quelque chose qu'un père dirait. Kaio fut placée sous la garde de sa grand-mère et fut véritablement libérée. En partant, elle remercia Satoru, un adieu émouvant et plein d'espoir. La regardant s'éloigner, Satoru pensa à l'essai « La ville où je suis le seul à disparaître » et sut que maintenant Kaio ne voudrait plus disparaître. Elle tracerait son propre chemin vers un avenir radieux. Kaio étant en sécurité, la mission était accomplie. Mais Satoru ressentait un vide car il savait que le tueur était toujours en liberté et que les prochaines cibles seraient Hiromi et Nakanishi Aya. Il commença à planifier la mission suivante. Il suivit Nakanishi Aya pour apprendre ses habitudes, et une fois par hasard, lui et sa mère firent du covoiturage avec Monsieur Yashiro. Pendant le trajet, Satoru trouva accidentellement une boîte de bonbons dans le compartiment de rangement de Yashiro, un petit détail étrange, et Yashiro expliqua qu'il les utilisait comme substitut au tabac. Satoru décida alors qu'il ne pouvait plus agir seul. Il amena Kenya à leur base secrète dans le bus abandonné et révéla toute la vérité. Il croyait qu'un tueur en série ciblait les enfants, et sauver Kaio de la maltraitance n'était qu'une partie d'un plan plus vaste pour arrêter ce meurtrier. Kenya admit que l'histoire de Satoru semblait folle mais choisit de faire confiance à son ami. Il dit que l'important n'était pas de savoir si l'histoire avait un sens, mais s'il croyait Satoru. Et il choisit de croire. Hiromi rejoignit alors leur alliance. Tous trois étaient prêts à tout faire pour aider. Et avec le soutien de ses amis, des super-héros partageant les mêmes idées, Satoru ne se sentait plus seul. Il se rappela avec remords les mots « Si seulement j'avais pu la sauver » qu'il avait sangloté à sa mère 10 à 8 ans auparavant. Et il jura de ne plus jamais laisser cela arriver, il sauverait tout le monde. Et leur plan final commença. Ils décidèrent d'approcher proactivement Nakanishi Aya. Alors Satoru et Hiromi allèrent ensemble aux endroits qu'Aya fréquentait, sans savoir que leurs autres amis, Kazu et Osamu, par curiosité, les avaient secrètement suivis. Lors de la remise des diplômes de l'école primaire, Satoru réfléchit à sa vie originale en 1988, une vie hantée par les pertes de Kaio, Hiromi et Nakanishi Aya, et un sentiment de culpabilité qui avait creusé un profond trou dans son cœur. Le discours de Monsieur Yashiro sur le fait de combler les lacunes dans l'âme de chaque personne résonna profondément en lui. Maintenant qu'Inazuki Kaio était en sécurité, la mission de Satoru se déplaça vers la prochaine cible, Nakanishi Aya. Lui et ses compagnons Kenya et Hiromi approchèrent Aya, et après une conversation initialement maladroite sur le piano et Shakespeare, ils l'invitèrent à visiter leur base secrète. Aya pensa d'abord que c'était enfantin, mais elle fut attirée par la sincérité et l'enthousiasme de Kazu,
qu'il protégeait comme un symbole d'aventure. Et de là, une amitié s'épanouit. Aya commença à passer du temps à la base, échappant à sa solitude, et Kazu se porta volontaire pour l'escorter, venant chaque jour la chercher après les cours de soutien. Une relation pure et charmante se forma. Pendant ce temps, Hiromi trouva aussi son propre bonheur. Il confia à Satoru et Kenya qu'il s'était toujours senti seul parce que ses parents rentraient tard, mais prendre part à la mission pour combler les lacunes de Kaio et Aya l'aida à combler son propre vide. Avec les 3 victimes originales désormais enveloppées d'amitié et n'étant plus seul, Satoru eut l'impression que sa mission était accomplie. Cependant, un malaise persistait. Il réalisa qu'il n'avait fait que sauver les victimes, pas attraper le tueur, et que le tueur, privé de sa proie initiale, chercherait sûrement d'autres cibles. Puis il remarqua Misato Yanagihara, la camarade de classe qui avait été ostracisée après l'incident de l'argent du déjeuner, et réalisa que l'isolement de Misato en avait fait une nouvelle cible idéale. La peur de Satoru fut confirmée lorsqu'il apprit que Yashiro avait invité Misato à regarder un match de hockey sur glace, un prétexte pour l'emmener dans un endroit isolé, et Satoru sut qu'il devait agir. Il se rendit à la patinoire pour surveiller Misato. Soudain, Misato se leva et se dirigea vers les toilettes. Le temps s'étira, Satoru devint anxieux, pensant qu'elle était partie depuis trop longtemps, et à ce moment, Monsieur Yashiro apparut, tenant une sucette. Il demanda à Satoru ce qu'il faisait là, et Satoru balbutia qu'il voulait parler à Misato. Mais Yashiro annonça nonchalamment que Misato était déjà partie, ce qui stupéfia Satoru car le match n'avait même pas commencé. Immédiatement après, il vit le camion de la famille Shiratori, la famille d'un camarade de classe suspecté par le passé, et il se tourna vers Yashiro, disant qu'il y avait quelque chose qu'il devait vérifier tout de suite et implora son aide. Dans la voiture de Yashiro, Satoru tenta d'expliquer la situation. Il parla de leur jeu de détective et de leurs amis, une couverture pour leurs efforts de protection des enfants solitaires. Il expliqua qu'il faisait semblant qu'un kidnappeur rôdait et cherchait l'amitié des filles souvent seules. Yashiro écouta et félicita Satoru, disant que peu importait s'il ne faisait que jouer, si cela produisait de vrais résultats. Mais ensuite, la conversation prit une tournure inquiétante. Yashiro loua l'esprit et le courage de Satoru pour avoir reconnu la solitude de Misato. Satoru confessa qu'il ne le savait que parce que Hiromi le lui avait dit, et il se sentait coupable d'avoir indirectement utilisé Misato comme appât pour attirer le tueur. Yashiro le réconforta avec une philosophie tordue, disant qu'utiliser un appât était une tactique légitime et que le comportement récemment inhabituellement amical de Satoru envers tout le monde faisait partie de cet objectif. Satoru exprima alors ses propres pensées, qu'il voulait combler le vide dans le cœur de chacun, le sien et celui des autres, et à cet instant, il réalisa son erreur fatale. C'était exactement les mêmes mots que Yashiro avait utilisés dans son discours de remise des diplômes dans la chronologie précédente. Yashiro sourit étrangement, disant que les grands esprits se rencontrent et que c'était précisément sa propre philosophie de vie, quelque chose dont il avait prévu de parler le jour de la remise des diplômes s'il était affecté à la classe de 6e année. Yashiro poursuivit son monologue, disant à Satoru qu'il n'avait pas besoin de se sentir coupable ou honteux d'utiliser Misato comme appât, car le bien et le mal n'étaient que les deux faces d'une même pièce. Des actions que les gens entreprenaient pour compenser leurs propres lacunes, une ligne de pensée si extrême qu'elle glaça le sang de Satoru. Yashiro continua en révélant qu'il avait lui-même fait toutes sortes de choses pour se rapprocher d'une certaine personne, parfois directement, parfois indirectement, allant même jusqu'à recourir à des sales tours, et que cela avait été amusant. Naïvement, Satoru demanda si cette personne était une petite amie, ce à quoi Yashiro répondit que c'était similaire à la romance dans un sens, car les deux étaient des moyens de combler un vide dans le cœur. Puis il tendit la main vers la boîte à gants et demanda à Satoru s'il voulait un bonbon. Mais quand Satoru regarda à l'intérieur et vit la boîte de bonbons vide, Yashiro prononça une phrase qui fit s'effondrer tout le monde de Satoru. « Après tout, ce n'est pas ma voiture. » En ce seul instant, Satoru comprit tout. Le tueur n'était pas un étranger. C'était le professeur même en qui il avait le plus confiance. Avec un sourire toujours aux lèvres, Yashiro poursuivit son monologue, disant que le moment le plus heureux dans la vie d'une personne changeait constamment. Et pour lui, ce moment était maintenant. L'instant où il pouvait combler le vide de son cœur en trouvant ce qu'il désirait et en essayant de se l'approprier. Plus on rencontrait d'obstacles, plus le bonheur de les surmonter était grand. Yashiro confirma le mensonge de Satoru, disant qu'il n'avait pas seulement fait semblant qu'il y avait un kidnappeur, il avait agi avec la certitude qu'une telle personne existait. Il admit qu'au début, il avait refusé d'y croire,
incapable d'accepter que quelqu'un puisse lire dans ses pensées. Avec un plaisir tordu, il raconta tout son plan, disant qu'il n'avait pas reconnu Satoru comme son adversaire avant de le voir suivre Aya. Le jour où il avait ramené Satoru et sa mère chez eux était le même jour où il avait l'intention d'exécuter son plan avec Aya, mais ironiquement, il avait fini par donner des conseils au garçon même qui lui avait volé sa proie. C'était la deuxième fois que Satoru avait ruiné ses plans, et il commença à soupçonner que ce n'était pas une coïncidence. Alors il tendit un dernier piège. Il encouragea la solitaire Misato à assister à des matchs de hockey sur glace, puis en informa Hiromi, sachant qu'Hiromi le dirait à Satoru. Et si Satoru apparaissait, son soupçon se transformerait en certitude que Satoru était son ennemi. Son plan fonctionna parfaitement, il donna à Misato une boisson mélangée à des laxatifs pour l'attirer aux toilettes et arrangea une livraison de Shiratori Foods afin que le camion apparaisse au moment précis, créant une fausse scène pour tromper Satoru. Chaque pièce du puzzle s'était parfaitement mise en place, exactement comme il l'avait prévu. Il dit que c'était son vrai moi et que la voiture dans laquelle il se trouvait était une qu'il venait de prendre, spécialement choisie, car il y en avait beaucoup d'autres du même modèle et de la même couleur dans la région, lui permettant de les échanger comme leur à tout moment. Satoru se sentait stupide. La vérité était sous ses yeux depuis le début, et il n'avait pas réussi à la voir. Il se rappela chaque indice, chaque mot, chaque action de Yashiro, se souvenant même que le nom de Yashiro Gaku figurait sur la liste des suspects qu'il avait vus chez Sawada, mais parce que le nom de sa mère y était aussi, et parce qu'il avait fait trop profondément confiance à Yashiro, il s'était trompé lui-même et avait retiré son professeur de la liste des suspects, mais maintenant, face à la vérité nue, il devait accepter que le meurtrier n'était autre que Yashiro, qui était assis juste devant ses yeux. La voiture fila dans la nuit, et la neige commença à tomber, créant une scène magnifique mais sinistre qui annonçait une mort froide. Yashiro conduisit la voiture sous un pont et s'arrêta à mi-chemin. Il dit à Satoru qu'il ne pouvait pas détacher sa ceinture de sécurité, que c'était la fin du jeu pour eux deux. Yashiro admit qu'il ne pouvait toujours pas croire comment Satoru avait prédit chacun de ses mouvements et ruiné ses plans. Cela lui donna des frissons, comme si Satoru pouvait voir l'avenir. Yashiro dit que ce qu'il était sur le point de faire n'était pas par vengeance envers Satoru, au contraire. Il l'admirait sincèrement. Il voyait tuer Satoru comme un substitut à son propre désir inassouvi. Satoru cria « N'avez-vous pas dit que c'était la fin du jeu pour nous deux, Sensei ?» Yashiro ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il dit que Satoru apporterait la paix à cette ville, c'était ce que Satoru voulait, et quant à lui, il apporterait personnellement la mort à Satoru, purement pour sa propre satisfaction. Satoru hurla de désespoir, maudissant Yashiro et jurant qu'il ne mourrait pas avant de le voir détruit. Mais Yashiro répondit froidement que c'était une vaine ambition. D'une pression sur l'accélérateur, la voiture plongea dans la rivière glacée en contrebas. Dans ces derniers instants, submergé dans l'eau glaciale, alors que l'air de ses poumons s'épuisait et que sa conscience s'estompait, des images de ses êtres les plus chers défilèrent dans l'esprit de Satoru, sa mère, ses amis, Kaio et Eiri, la fille qui avait cru en lui dans le futur. Il était transi, impuissant, et semblait avoir été de nouveau englouti par le destin, s'enfonçant profondément dans l'obscurité glaciale. Dans un monologue vraiment glaçant du meurtrier, Gaku Yashiro commença son histoire par un souvenir du passé, un aperçu de sa nature tordue et psychopathe. Quand il était en 6e, une camarade de classe lui avait apporté une boîte avec environ 7 ou 8 hamsters, issus d'une reproduction négligente, et elle ne savait pas du tout quoi en faire. Yashiro les ramena chez lui et fit une expérience. Il remplit une grande bouteille d'alcool d'eau et les y jeta tous. 3 heures plus tard, après le dîner, il revint dans sa chambre, fasciné par le spectacle qui s'offrait à lui. Un seul hamster avait survécu, se tenant sur les cadavres des autres pour ne pas se noyer, une image cruelle de survie qui lui donna des frissons. Il décida de garder ce hamster et le nomma Spice. Cet événement lui rappela la parabole Le fil de l'araignée, l'histoire d'un pêcheur nommé Candida, condamné à l'enfer, mais qui avait jadis accompli un seul acte de miséricorde en épargnant la vie d'une araignée. Pour cela, Bouddha envoya un fil du ciel pour le sauver. Mais alors que Candida commençait à grimper, il repoussa les autres pêcheurs qui tentaient de s'accrocher au fil et à cet instant, il se rompit, le faisant retomber dans les profondeurs de l'enfer. Yashiro poursuivit, expliquant que depuis sa rencontre avec Spice,
Il avait commencé à voir des fils d'araignées au-dessus de la tête de certaines personnes, et il tuerait quiconque il verrait avec ce fil jusqu'au jour où un garçon nommé Satoru ruina ses plans. Alors, un fil d'araignée apparut aussi au-dessus de la tête de ce garçon. Bien que Yashiro ait tenté de tuer Satoru, le garçon survécut, et Yashiro décida de le surnommer Spice et commença à l'observer attentivement. L'histoire bascula ensuite vers le présent, où Satoru se réveilla enfin après 15 ans de coma. Son esprit était toujours celui d'un enfant de 11 ans, mais son corps avait atteint celui d'un homme de 26 ans. Il se sentait confus et désorienté dans un monde si différent, une nouvelle ère qu'il n'avait jamais connue. Sa mère, Sachiko, avec un amour et une persévérance extraordinaires, avait passé les 15 dernières années à consacrer 4 heures par jour à prendre soin de son corps, veillant à ce que ses articulations et ses muscles ne s'atrophient pas. Elle avait même utilisé un appareil EMS durant les 3 dernières années pour le préparer au jour de son réveil, et grâce à cela, son rétablissement fut considéré comme un véritable miracle médical. Docteur, Kitamura exprima à plusieurs reprises son étonnement face à son état. Bien que Satoru ait retrouvé conscience, il avait perdu la plupart de ses souvenirs importants, surtout ceux liés à l'incident qui l'avait plongé dans le coma. Ses souvenirs semblaient enfermés derrière une porte close dans son esprit. Il pouvait lire et comprendre des mots d'adultes complexes comme endurance, moniteur cardiaque et sentiment de perte, signe que les souvenirs de sa chronologie de 29 ans existaient encore quelque part. Cependant, il ne se souvenait pas des événements cruciaux survenus quand il était enfant. Cette contradiction le rendait profondément confus quant à lui-même. La nouvelle vie de Satoru commença par des retrouvailles avec ses vieux amis. Kenya et Hiromi étaient maintenant adultes et avaient réussi. Kenya était devenu avocat et Hiromi médecin. Ils lui rendirent visite à l'hôpital et Satoru eut des conversations joyeuses avec eux sur des choses triviales. Mais il remarqua que Kenya semblait vouloir lui poser une question importante, mais hésitait peu, être parce que sa mère l'avait averti d'être prudent. Sa mère semblait essayer de l'empêcher de se souvenir du passé. Elle avait vécu uniquement pour lui pendant 15 ans et Satoru sentait que si elle ne voulait pas qu'il se souvienne, être ne devrait-il pas essayer. Cependant, une rencontre fatidique changea tout. Pendant sa rééducation, Satoru rencontra de nouveau Inazuki Kayo, la jeune fille qu'il avait jadis risqué sa vie pour sauver. Kayo était maintenant mariée à Hiromi et était devenue Sugita Kayo. Elle tenait un adorable petit garçon nommé Mirai, signifiant « futur ». Kayo confessa à Satoru qu'il s'était senti coupable d'avoir trouvé le bonheur pendant qu'il gisait immobile, comme s'il l'avait abandonné. Mais Satoru, avec une maturité dépassant ses années mémorisées, lui assura qu'il était maître de son propre destin et qu'il n'avait pas à se sentir coupable. Il croyait que la personne qu'il était maintenant était le résultat de ses propres choix. Les larmes aux yeux, Kayo remercia Satoru, disant qu'elle n'avait jadis imaginé qu'une vie solitaire. Mais maintenant elle avait une famille, et tout cela grâce à lui. Ces mots, ainsi que l'image de Mira, le futur qu'il avait aidé à créer, émurent profondément Satoru. Même s'il ne se souvenait pas exactement de ce qu'il avait fait, une flamme de détermination se ralluma dans son cœur. Poussé par un nouveau but, Satoru se jeta sérieusement dans la rééducation, demandant au médecin de doubler son programme d'entraînement, espérant pouvoir marcher dehors le plus tôt possible. Pendant ce temps, il se lia d'amitié avec une petite fille nommée Kumi, traitée pour une leucémie et sur le point de subir une opération. Utilisant sa propre expérience, il l'encouragea à être courageuse, lui disant que pour trouver le courage, elle devait imaginer les sourires de ceux qu'elle aimait, et bien sûr, elle-même devait aussi sourire. Cette amitié pure montra que la gentillesse et le désir de Satoru de protéger les autres n'avaient jamais changé. Cependant, sa célébrité soudaine attira aussi l'attention des paparazzi de magazines à potins qui le photographièrent secrètement dans la cour de l'hôpital. Quelqu'un devait intervenir pour le protéger. Cette nuisance prépara le terrain pour la rencontre finale. Un jour, un homme étrange apparut, se présentant comme Nishizono Manabu, un politicien. Pourtant, Satoru ressentit une étrange familiarité. Puis l'homme révéla sa véritable identité. Il était Gaku Yashiro, l'instituteur de Satoru en CM2, le meurtrier qui avait tenté de le noyer 15 ans auparavant. Même si Satoru n'avait pas encore retrouvé ses souvenirs, il lui parla quand même. Yashiro expliqua qu'il avait changé de nom après avoir épousé une femme d'une famille de politiciens et avait maintenant hérité de la carrière politique de son beau-père.
Il révéla même que c'était lui qui avait fait en sorte que Kumi soit admise dans cet hôpital. Grâce à ses liens avec un directeur d'hôpital, il dit qu'il savait que Satoru s'était réveillé tôt et avait attendu avec impatience 15 ans pour le revoir. Ces mots étaient remplis de fausseté et d'une menace voilée, indubitable. Un après-midi, Yashiro chercha Satoru et suggéra qu'ils aillent quelque part de plus calme pour parler. Loin des paparazzi, il conduisit Satoru à un ascenseur secret et l'emmena sur le toit de l'hôpital. Un endroit isolé et interdit dont le cadre rappela à Yashiro la base secrète que Satoru et ses amis avaient autrefois. Et là, sur le toit venteux, face à son ennemi mortel, Satoru joua sa dernière carte. Il déclara avoir retrouvé ses souvenirs. Sur le froid toit de l'hôpital sous un ciel gris, la confrontation finale entre Satoru et son ennemi juré atteignit son paroxysme alors que Yashiro approchait de sa fin. Quand Satoru annonça qu'il avait retrouvé tous ses souvenirs, les derniers fragments du passé se mirent en place dans son esprit grâce aux retrouvailles émouvantes avec Inazuki Kayo. La jeune fille qu'il avait sauvée était maintenant une mère heureuse. Et la vue d'elle et de son fils Mirai, ainsi que ses sincères remerciements, agirent comme un puissant catalyseur qui ouvrit en grand la porte verrouillée de sa mémoire. Satoru se souvint enfin de tout. Il se souvint qu'il avait sauvé Inazuki d'un destin tragique. Puis, avec ses amis, il avait œuvré pour s'assurer qu'Aya et Misato ne soient plus seuls, les transformant en cibles plus difficiles pour le prédateur. La force de Satoru venait non seulement de ses souvenirs retrouvés, mais aussi du soutien indéfectible de ses amis. Lors d'une conversation avec Kenya, il apprit que ses amis ne l'avaient jamais abandonné. Kenya expliqua avoir délibérément évité de sonder le passé pour laisser Satoru guérir physiquement et mentalement. Mais si Satoru avait l'intention de se battre seul à nouveau, il ne le permettrait pas. Kenya révéla que pendant les 15 ans de coma de Satoru, les actions courageuses de Satoru étaient devenues une inspiration pour tous. Hiromi, après avoir rendu visite à Satoru à l'hôpital, devint médecin, et Kenya devint avocat et continua de coopérer avec Sawada pour rechercher l'agresseur qui avait attaqué Satoru. Ils étaient passés d'enfants à des adultes forts, tous désireux de rattraper leur héros et de combattre à ses côtés. Les mots de Kenya résonnèrent dans l'esprit de Satoru comme ceux d'Eri sur le désir de faire confiance à quelqu'un pour son propre bien, et Satoru réalisa la vérité. Il n'était pas seul, il avait des alliés et de vrais amis sur qui il pouvait compter. Fort de cette confiance, Satoru confronta Yashiro, qui restait, comme 15 ans auparavant, obsédé par l'idée que Satoru pouvait prédire chacun de ses mouvements, comme si Satoru pouvait voir l'avenir. Et Satoru confirma ce fait. Au lieu de montrer de la peur, Yashiro rit étrangement et révéla son plan final, un stratagème élaboré pour pousser Satoru à la mort. Il savait que Satoru enregistrait secrètement la conversation, peu être appelait-il Kenya, mais il s'en moquait, car le délai de prescription pour l'affaire vieille de 15 ans avait expiré, et il insista qu'il ne commettrait plus de crime. Au lieu de cela, il avait fabriqué un nouveau crime. Il révéla que le sac de ramen de Kumi, la patiente leucémique amie de Satoru, serait infusé à 16h30 avec un relaxant musculaire mortel et les empreintes de Satoru avaient été placées sur le sac. Le scénario de Yashiro était que Satoru, dans un acte d'euthanasie pour une jeune fille effrayée face à une opération, avait agi, puis tourmenté par la culpabilité, s'était suicidé en jetant un fauteuil roulant du toit, un piège parfait et inéluctable. Yashiro força Satoru à choisir, soit révéler le secret de voir l'avenir pour avoir une mince chance de sauver Kumi, soit rester silencieux et les laisser tous deux mourir. Mais le temps était écoulé, et Yashiro croyait avoir gagné, convaincu que les mots de Satoru sur l'avenir n'étaient que des mensonges. Cependant, Satoru renversa la situation par une attaque psychologique. Il se rappela une conversation avec sa mère qui avait réalisé qu'il avait retrouvé ses souvenirs lors de la visite de Kayo. Elle n'avait pas essayé d'arrêter Kayo car elle savait que Satoru avait grandi et devait faire face à son propre passé. Satoru fut inspiré par la philosophie de combler les vides en soi, une leçon que Yashiro lui avait jadis enseignée. Regardant droit dans les yeux de son ennemi, Satoru expliqua que leur jeu était terminé depuis longtemps, et le vrai vainqueur était lui car il avait sauvé tout le monde. Inazuki Kayo, Nakanishi Aya, Hiromi et même sa propre mère, que Yashiro avait tué dans la chronologie originale. Il révéla son plus grand secret. Il avait revécu sa vie de nombreuses fois, et parce qu'il connaissait l'avenir de Yashiro, il avait pu détruire tous ses plans. C'était la raison pour laquelle Yashiro ne pouvait tuer personne lié à Satoru, y compris Satoru lui-même.
Pendant 15 ans, Yashiro ne l'avait pas tué, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne le voulait pas. Satoru était devenu la raison d'être de Yashiro, son but dans la vie, son espoir, la seule personne au monde capable de combler le vide de son cœur. Satoru avait dépouillé Yashiro de son rôle de tueur et l'avait remplacé par sa propre existence, et ainsi, Satoru avait gagné. Ces mots transpercèrent profondément l'âme creuse de Yashiro, le brisant complètement. Dans un accès de rage désespéré, il se jeta en avant, criant qu'il gagnerait encore. Mais Satoru poussa son fauteuil roulant vers le bord du toit. Yashiro ne réalisa pas qu'il tombait dans le piège final. Il se précipita pour attraper Satoru, mais comprit alors qu'il avait attendu ce moment trop longtemps. Il laissa Satoru tomber. En voyant Satoru chuter, Yashiro sourit inconsciemment d'un sourire tordu de libération car il croyait ne pas pouvoir vivre sans Satoru, et ensuite, il se jeta après lui. Mais c'était une chute soigneusement planifiée. En dessous, les amis de Satoru, Kenya et les autres avaient déjà installé un énorme coussin d'air. Satoru fut sauvé, tandis que Yashiro fut pris sur le fait et arrêté pour tentative de meurtre. Le plan parfait de Satoru, bâti sur une confiance absolue en ses amis et une profonde compréhension de la psychologie de son ennemi, avait réussi. Dans les jours qui suivirent, Satoru réfléchit aux 15 années qu'il avait perdues. Il ne les voyait plus comme une perte, mais comme un trésor, car dans un monde où il avait été effacé, ses amis avaient pu vivre des vies pleines et heureuses. Finalement, il devint mangaka, et son œuvre, Mon Héros, était le reflet de sa propre vie. Il trouva la paix et ne connut plus le phénomène de revival. Et pour rendre la vie du voyageur temporel encore plus belle, par une nuit enneigée sous un pont familier, il rencontra Eri une fois de plus, la jeune fille qui avait cru en lui inconditionnellement. Leurs retrouvailles marquèrent un nouveau début, un futur qu'il avait combattu de toutes ses forces pour obtenir. Satoru avait vraiment comblé le vide de son cœur et était devenu un héros dans tous les sens du terme. L'anime se termine ici. Au revoir.